Caroline Malika Charlemagne. Aujourd'hui, il va aussi libérer une parole et la porter. Madame, vous êtes écrivaine pour le théâtre et le cinéma. Vous animez également des ateliers littéraires et d'écriture. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui de lire des extraits du roman Une coupe de Madame. Je vous donne la parole. Bonjour. Merci de votre présence et puis merci de votre accueil. Donc en fait, l'ouvrage qui va être lu, je vais parler un petit peu plus fort, l'ouvrage qui va être lu s'intitule Une vie brève par Michel Audin. Michel Audin était donc la fille de Maurice Audin et la sœur de Pierre Audin. Ça va? Vous m'entendez? C'était en novembre 1949. Maurice Audin passa l'examen de maths géné à la faculté des sciences d'Alger le 10 novembre 1950, avec mention assez bien. Le professeur de mathématiques générales s'appelait Robert Ménieux. Il passa le certificat de calcul différentiel et intégral le 7 juin 1951, avec mention bien. Le professeur était Georges Bourrion. En 1951-52, il suivit le cours de mécanique rationnelle donné par René de Cossel. Il obtint le certificat le 10 novembre 1952. Et le cours de physique générale, il fut admis le 4 juin 1953. Et le 1er juillet 1953, il obtint avec la mention très bien et les félicitations du jury, un diplôme d'études supérieures, DES, grâce à un mémoire intitulé « Extension de la seconde méthode de Reinhardt-Schmidt à des équations fonctionnelles nouvelles ». Dans ce mémoire de DES, donc, il étendait à des équations plus générales une méthode due au mathématicien allemand Erhard Schmidt pour résoudre des équations appelées équations de Fredholm, 18 pages dactylographiées incluant, sans parler de la dédicace manuscrite à ma mère, la liste des membres du jury, c'est-à-dire René de Cossel, qui a déposé le sujet et présidait, Robert Ménieux, le professeur de maths géné, et un monsieur Meyer. Sur cette même page, on apprend aussi qu'il y avait eu un deuxième sujet donné par la faculté et qui était les travaux de Gaston Julia sur les opérateurs linéaires dans l'espace de Hilbert, des travaux tombés depuis dans l'oubli. Je voudrais maintenant essayer de le décrire, de dresser son portrait en jeune adulte. Il était de taille moyenne, plus grand que ma mère, qui mesurait presque 1,60 m. Sur la photo au chapeau, il semble légèrement plus grand que mon beau-frère Christian. 1,74 m, disent des documents policiers, les autorisations qu'on lui a accordées en 1956 pour un voyage qu'il fit à Paris et que ma mère a conservé. Il était mince, les photos le montrent. Il avait les yeux marrons, noirs, disent les autorisations de voyage. Ses cheveux étaient bruns et bouclés, voire frisés. On le voit sur les photos, mais ce que l'on n'y voit pas, c'est que c'est sa mère qui lui cousait ses chemises. Elle nous cousait tous nos vêtements, dit Charlie, la sœur de mon père. Il portait aussi des tennis, que l'on appellerait aujourd'hui des baskets, mais qui étaient à l'époque en toile. On le voit aussi sur les photos. Chemisette et tennis, mais allure distinguée. J'étais impressionnée par ses compétences et son allure distinguée, m'a écrit Alain Buonneau, le jeune frère de mon oncle Christian. Malgré ce que les tennis semblent indiquer, il ne faisait pas de sport. Cela a été utilisé plus tard par Pierre Vidal-Naquet dans son argumentation contre la thèse de l'évasion défendue par l'armée. Trop frêle pour avoir pu sauter d'une jeep et fuir, surtout après plusieurs jours de torture. Il n'était pas sportif, tenons-le pour acquis. Il devint communiste en 1951, en suivant ma mère.
Elle avait adhéré au Parti communiste algérien en 1950. C'est davantage la lutte anticolonialiste que la lutte des classes qui les motivait. En 1952, René de Possel, qui était le professeur de mathématiques, titulaire de la chaire de mécanique rationnelle, obtint celle d'analyse supérieure, ce qui était une promotion. En même temps, fut décidée la création d'un poste d'assistant pour cette chaire, et de Possel le proposa à mon père, qui était son étudiant. Celui-ci fut donc nommé assistant délégué le 1er février 1953, avant d'avoir fini son DES, et même avant qu'il obtint sa licence en juin 1953. Un assistant, c'est ce que l'on appelle maintenant un enseignant-chercheur. Il enseignait à l'université et il travaillait à ce qui serait sa thèse. Mon père a été renouvelé comme assistant délégué le 1er octobre pour 53-54, puis titularisé le 1er octobre au 54. J'ai lu dans un des carnets de compte qu'il touchait 70 000 francs par mois. Et j'ai essayé de comprendre à quoi cela correspondrait aujourd'hui en regardant le prix de ce que lui et ma mère achetaient. J'ai choisi d'utiliser l'échelle œuf. 4 œufs, le 26 janvier 1953, leur ont coûté 68 francs. Ce serait de nos jours, disons, 1,20 €. Le prix des œufs varie du simple au double selon l'endroit où on les achète. J'ai donc choisi une valeur intermédiaire, d'où l'on déduirait que les 70 000 francs de 1953 correspondent à 1 235 € de la France de 2011. Les mathématiques, l'université, le militantisme, la famille. La famille, c'était surtout à cette époque ma mère d'abord, puis nous, ses enfants. Lui et ma mère se voyaient à la bibliothèque, pendant les cours, à des réunions de cellules. Ils se sont aussi beaucoup promenés ensemble, et un jour, il a parlé, comme le disait ma mère. Lui et ma mère, qui s'appelait Josette Sampé, se sont mariés le 24 janvier 1953, une semaine avant sa nomination comme assistant, 3 semaines avant ses 21 ans. Il était donc mineur et la date du mariage avait été choisie à dessein, avant sa majorité, pour que ses parents aient à donner leur accord. Ce fut une cérémonie simple, mais quand même une cérémonie, au point que ma mère portait des bas, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle les enleva, d'ailleurs, dans l'escalier, en montant chez sa grand-mère, pour le goûter qui suivit la cérémonie. Quant à lui, je ne sais même pas s'il portait une cravate, puisque ma mère, qui se souvient fort bien qu'il détestait ses accessoires, n'en est même plus sûre. Et ce qui peut paraître incroyable, aucune photographie n'a été prise, ni pendant la cérémonie, ni après. Le foyer devint rapidement une famille, avec ma naissance le 3 janvier 1954 et celle de mes frères, les 18 octobre 1955 et 28 avril 1957. Ils auraient peut-être eu d'autres enfants, sans parler de celui qu'ils ont pensé adopter après le tremblement de terre d'Orléansville en septembre 1954. En 1956, Robert Ménieux, le professeur de maths gêné, partit pour la France et mes parents s'installèrent en juillet dans l'appartement HLM qu'ils libéraient et qui était réservé à l'université, rue Gustave Flaubert, dans le quartier du Champ de Manœuvre. C'était un logement de 3 pièces, au 3e étage, avec un balcon. C'est là qu'il fit adresser les épreuves de sa dernière note, c'est là qu'il habitait, que nous habitions, lorsque mon frère Pierre est né. C'est là que, brièvement, fut hébergé Paul Caballero, le clandestin secrétaire à l'organisation du clandestin Parti communiste algérien, dont la présence fut à l'origine de l'arrestation puis de la disparition de mon père. C'est là qu'il a été arrêté. C'est là que j'ai vécu ensuite avec ma mère et mes frères, jusqu'à ce que le terrorisme de l'AS nous force à quitter le quartier. C'est cette adresse qui figure encore pour sa 2e et dernière apparition, déjà posthume, dans la liste des membres au 31 mai 1959 de la Société mathématique de France. Je ne sais pas ce qui le faisait rire, quel genre de blagues, les calembours, les différences, certaines blagues idiotes de Christian.
C'est Christian lui-même qui l'écrit. Charlotte, sûrement. Mais qui d'autre? Dès le lendemain de son mariage, il a commencé à noter ce qu'il dépensait, lui et ma mère. Et cela pendant 31 jours, jusqu'au 24 février 1953. Il a recommencé en mars 54, puis en août 54. Ces deux carnets donnent une idée de la façon dont il vivait et même de ce qu'il aimait. Voici donc ce que nous lisons dans le premier carnet de 1953. Après leur mariage, le pain, le journal et les cigarettes sont les achats quasi quotidiens. Ils fumaient. À cette époque, la cigarette n'était pas une honte, mais une particularité attachante. Ils fumaient des camélias spores. Les camélias spores étaient une sorte de gauloise locale. Le carnet dit qu'il achetait un paquet tous les jours ou presque, et il les allumait, en tout cas en 1954, avec un briquet à essence, puisque le deuxième carnet enregistre les achats d'essence pour ce briquet. Il fumait au lit. Je le sais parce que parmi les traces dérisoires qu'il a laissées, il y a un trou dans une couverture. Lui et ma mère mangeaient de la viande, des œufs, des saucisses, du jambon et de la soubreçade. Ils achetaient des pommes de terre et des pâtes, mais aussi des tomates, de la salade, une seule fois pendant ces 31 jours, des légumes, régulièrement du fromage, des fruits, bananes, surtout, mais c'était l'hiver. Ils achetaient souvent des petits beurres, parfois des gâteaux, une fois des bonbons et une fois du chocolat. Je note qu'il faisait des achats tous les jours. Bien sûr, il n'avait pas de frigidaire. Il buvait du café. Le café apparaît 8 fois pour les 31 jours en question, mais pas ou peu de lait, puisqu'ils n'en ont acheté qu'une fois. Et cela répond à la question du café noir. Il n'y a aucune mention de boissons alcoolisées, ce qui répond provisoirement à la question du vin et de l'anisette. Ils ne sortaient pas beaucoup, mais ils habitaient loin du centre et venaient tout juste de se marier. Le carnet le dit aussi, ils achetaient les lettres françaises. Mon père était abonné également au bulletin du CNRS et il a payé sa première cotisation à la Société mathématique de France, 1320 francs, le 20 février 1953. Et comme il l'avait gardé, je sais que cette société lui a très vite envoyé sa carte de membre le 24 février, d'après le cachet de la Poste. Passons au deuxième carnet de 1954. Les cours privés qu'il donnait, tous les deux, rapportaient 6 000 francs par mois, qui s'ajoutaient aux 70 000 francs du salaire. Un des élèves à qui il a donné des cours pendant cette période s'appelait Mohamed Reba. Son frère Nourdine fut tué à 25 ans lui aussi, au Maquis, en 1957. Le loyer coûtait 20 000 francs, les impôts 4 700 francs, la cotisation à la CGT 1 100 francs. Il était donc syndiqué à la CGT. Au début de l'année 1957, mon père finissait de rédiger sa thèse qui portait, pour employer les termes exacts, sur les opérateurs linéaires entre espaces vectoriels de dimension infinie, leurs noyaux, leurs images. Gaston Julia avait déjà transmis à l'Académie des sciences 4 notes que mon père avait écrites pour annoncer ces nouveaux résultats au fur et à mesure qu'il les obtenait. 2 autres s'y ajoutèrent en 1957, le 7 janvier et le 27 mai. Il avait donc continué à démontrer les résultats qui constitueraient sa thèse. Ces 6 notes sont parues dans les comptes rendus de l'Académie des sciences. À la publication des résultats dans ces notes, il faut ajouter la publicité que leur faisait de Possel. Du 27 mai au 4 juin 1956, s'était tenu à Bucarest le 4e congrès des mathématiciens roumains. Une partie des communications qui y furent données ont été publiées par la Revue roumaine de mathématiques pures et appliquées. René de Possel a donné un court article intitulé « Les équations linéaires dans un espace vectoriel algébrique, topologique et de Banach », dont l'introduction commence ainsi. Mon intention est de donner un aperçu des principaux résultats sur les équations linéaires obtenus par Maurice Audin, assistant à la faculté des sciences d'Alger, qui travaille avec moi sur ces questions. De Possel avait aussi parlé de ses travaux au 4e congrès des mathématiciens autrichiens à Vienne
du 17 au 22 septembre 1956. Le 12 juin 1957, quand sa dernière note est parue, il était déjà dans les mains des parachutistes. Et peut-être, car que savons-nous de la date précise à laquelle le fascicule est sorti de l'imprimerie, et surtout, que savons-nous de la date précise de sa mort, peut-être était-ce déjà une publication posthume. C'est dans un immeuble en construction de ce qui s'appelait l'avenue Georges Clemenceau et qui porte aujourd'hui le nom d'Ali Rodja, à El Biar, que les parachutistes torturaient. Aussitôt après que le médecin qui avait soigné Paul Caballero eut parlé, il s'était précipité chez nous. C'est là aussi qu'ils l'ont emmené, torturé et tué. Les derniers mots qu'il dit à ma mère, lorsque les parachutistes l'emmenèrent, furent « Occupe-toi des enfants », c'était le mardi 11 juin. Les derniers mots qu'il dit à Henri Allègre, lorsque leurs tortionnaires les mirent face à face, furent « C'est dur, Henri », c'était le mercredi 12 juin. Merci, c'était très émouvant. Merci de nous avoir fait vivre l'histoire. Merci.